Ciao. Salut les canards du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre Panthéon. J'accueille Yann Moix. Ça va Yann? À ta vue, ça marche de l'autre côté aussi. Faites voir, remettez-moi. Ça marche avec les deux mains. Ça va? Très bien. Alors, donc vous décernerez vos moix d'or, les récompenses qui peuvent faire mal tout à l'heure. C'est quoi le thème de la semaine? Les contresens, contre-coups, contre-temps. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, pour sauver la planète, faut-il arrêter de se reproduire? Avec Brigitte Bardot, Thérèse Argot, Laure Noaillat et Antoine Bueno. Oui, très bien, l'escalier, bravo. Hein. Tu étais un peu inquiète, Brigitte, non? Je suis pas tombée. Ben non, t'es pas tombée, c'est l'essentiel. dingue. Brigitte Bardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes humoriste, polémiste, militante. Votre dernier livre, signé de votre vrai nom, Virginie Tellène, s'intitule L'humain plus fort que le marché. Absolument. Et il est paru chez Salvatore Éditions. Bienvenue parmi nous. Merci. Thérèse Argot, bonsoir. Vous êtes sexologue, eh oui. Et votre dernier livre, Aime et ce que tu veux, fais-le. Regard croisé sur l'Église et la sexualité, est paru chez Albin Michel. Bienvenue parmi nous. Laure Noaillat, bonsoir. Alors, vous êtes journaliste indépendante, militante de la décroissance, et votre dernier livre, Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants, est paru chez Plomb. Bienvenue parmi nous. Antoine Bueno. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes essayiste, chargé de mission au Sénat, et vous publiez Permis de procréer chez Albin Michel. Bienvenue parmi nous. Donc tout le monde est là, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. C'est bien facile de dénoncer toutes ces multinationales qui nous aspergent de pesticides et polluent l'atmosphère. Mais toi, oui, toi, le terrien du samedi, que fais-tu concrètement pour sauver la planète? Un terrien responsable se doit de réduire son empreinte carbone. Mais comment faire? Installer des ampoules basse consommation, c'est 200 kg de carbone en moins dans l'atmosphère. Devenir vegan, c'est plutôt 1 tonne en moins. Annuler un voyage en avion, c'est facilement 2 tonnes. Et renoncer à sa bagnole, ça peut aller jusqu'à 5 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Mais la pire des pollutions, c'est la naissance d'un bébé. À la naissance, l'être humain paraît inoffensif. Oh, regardez-moi ce qu'il est chou! Sauf qu'après, ça bouffe des steaks, ça roule en diesel et ça voyage en avion. Résultat, un enfant qui naît dans un pays occidental, c'est en moyenne 70 tonnes de carbone déversées chaque année dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il est moche. Autant dire qu'avec 750 000 naissances l'an dernier, la France a bien plombé le climat. Pour limiter ce désastre écologique, certains militants écolos ont donc choisi de se faire stériliser pour être sûrs de ne pas avoir d'enfants. Alors j'ai fait une vasectomie. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? J'ai choisi dans ce contexte-là de, d'une part, limiter mon impact en n'ayant pas d'enfant. Impact environnemental? Impact environnemental, absolument. Et d'autre part, de ne pas imposer cette vie-là à un procréé potentiel. La lutte contre la surpopulation a aussi ses théoriciens, comme Antoine Bueno, qui vient de publier Permis de procréer. Le seul outil dont on dispose aujourd'hui pour véritablement faire face à l'enjeu environnemental, c'est notre démographie. Au niveau national, il plaide pour l'instauration d'un permis d'avoir des enfants.
l'administration. Plutôt que de laisser les couples décider par eux-mêmes, on embaucherait des fonctionnaires pour décider qui a le droit de faire des enfants. Au niveau mondial, Bueno propose de taxer les naissances. La naissance d'un Américain aujourd'hui est une bien plus mauvaise nouvelle pour la planète que la naissance de 10 Nigérians dans le même temps. Les pays riches paieraient pour faire des enfants, tandis que les pays pauvres recevraient de l'argent à condition de faire moins d'enfants. En effet, c'est paradoxal, mais pour protéger nos enfants d'un désastre écologique, la meilleure solution, c'est de ne plus faire d'enfants. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grap. Bravo à tous les deux. Alors, pour sauver la planète, faut-il arrêter de se reproduire? On peut se poser la question quand on sait que élever un enfant européen a un coût écologique comparable à 620 trajets Paris-New York. Alors Antoine Bueno, on commence avec vous. Donc, Permis de procréer, le livre que vous publiez chez Albin Michel, dans lequel vous écrivez « Quand on n'a pas d'enfant, on peut se dispenser de trier des poubelles ». Oui, alors il y a des études qui sont très claires, j'invente rien du tout, c'est des chiffres parfaitement scientifiques, parfaitement sérieux. Il y a des gestes écologiques que chaque individu peut avoir pour réduire son impact environnemental. Il y en a 4 principaux, par exemple ne pas avoir de voiture, ne pas prendre l'avion ou devenir vegan. Et le 4e, c'est celui qui est bien plus fort que tous les autres, 24 fois plus fort que le plus fort des 3 autres, c'est ne pas avoir d'enfant. Oui, et là donc Antoine, vous avez eu une idée, le permis de procréer, donc, pour déterminer dans quelles conditions une nouvelle vie humaine peut être mise au monde. Alors justement, comment ça se passerait alors? Qui aurait le permis de procréer? Alors déjà, à peu près tout le monde. C'est ça la particularité, c'est que évidemment le titre de mon livre, il fallait bien qu'il accroche, donc il est un petit peu choc, mais il a son importance parce que rentrer dans une démarche de permis, ça change son rapport à la procréation, mais il ne s'agit en aucun cas de former à la parentalité ou d'autoriser ou d'interdire d'avoir des enfants, c'est accompagner des projets parentaux en abandonnant complètement les politiques natalistes et en customisant en quelque sorte, c'est-à-dire en individualisant la politique familiale par la signature d'un contrat de parentalité. Imagine, on ne s'empêchera pas les Français de faire des enfants. Si vous leur dites qu'ils peuvent en faire 10, ils en feront 10 par exemple. Ah bah, de toute façon, moi, ce que je propose n'est absolument pas totalitaire, contrairement à ce que j'ai pu voir courir sur la toile. En revanche, sur les pays comme les pays d'Afrique, vous êtes quand même un peu plus totalitaire. Là. Ah non, absolument pas, parce que pour les pays d'Afrique, en fait, ces pays-là, aujourd'hui même, c'est pas forcément celui de tout le monde, mais ils mettent en œuvre des politiques dénatalistes, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et moi, ce que je propose, c'est un mode de financement des politiques dénatalistes des pays en développement, c'est-à-dire du planning familial et de l'éducation des filles partout dans le monde, en créant un outil que j'appelle un marché mondial des droits à procréer. D'accord. Alors, Brigitte Barjot, vous étiez l'égérie de la manif pour tous. Ça doit vous rendre dingue, vous, le permis de procréer? On ne peut pas, aujourd'hui, empêcher des procréations, parce que, de toute façon, il y a une différence entre la procréation dans les pays occidentaux. Nous sommes à un taux de fécondité qui est bien en dessous. Ouais. Et en revanche, en Afrique, là, on a un taux de fécondité qui explose. Moi, en fait, j'aurais encore une autre proposition à faire. Il faut aller éduquer, effectivement, les populations africaines ou les populations en voie de développement, et notamment de l'éducation à la contraception. Vous avez un neveu qui ne veut pas d'enfant? Oui, j'ai un neveu qui ne veut pas d'enfant. Et vous dites, on en est là, une génération entière qui ne veut plus se reproduire. Mais ça veut dire que ces enfants sont totalement dépressifs aujourd'hui. Oui, alors. Ils sont responsables. En arriver à cela, mais oui, mais pardon, on a aussi des ayatollahs vers de terre qui sont apocalyptiques, qui nous expliquent, comme le Congrès vous disait en 1970, qu'on allait tous mourir de malnutrition. Aujourd'hui, ceux qui meurent, c'est les gens qui sont gros et qui ont le diabète. Hein. On est arrivé à... Il y a encore 200 millions de personnes qui sont 200 millions qui sont mal nourries. Mais très honnêtement, c'est la surconsommation aujourd'hui qui fait mourir. Et par ailleurs, que nos jeunes générations en soient réduites comme le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, enfin c'est désespérant. Enfin, c'est désespérant de dire je vais sauver l'humanité en la faisant mourir. Non, d'abord, on a tous un libre arbitre, quoi. Si on n'a pas envie de faire d'enfants, merde, c'est notre droit le plus strict. Et si on a envie de l'inscrire dans notre corps pour pas avoir le risque de prendre soit de la contraception qui est bourrée de chimie, soit d'avoir un accident, une paternité qu'on nous reprochera plus tard, puisque c'est le cas d'un homme, ok, on y va, on va se faire vasectomiser, ça coûte pas grand-chose, ça fait... Mais en fait, il faut aussi s'imaginer que des gens aiment tellement les enfants
qu'ils n'en font pas. Parce que le 21e siècle, sur la seconde partie du 21e siècle, ça va être une sacrée boucherie. Laure Noyla, dont vous êtes journaliste, militante de la décroissance, nullipare, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'enfants. Vous dites, ne pas faire d'enfants, c'est pas seulement une lubie d'écolo radical mal baisé, c'est aussi un truc philosophique d'empathie avec l'ensemble du vivant. Alors, d'abord, je milite pour une forme de libre arbitre. Ouais. Et ensuite, je milite pour qu'on réintroduise dans nos modes de vie, nos modes de pensée, nos façons d'être au monde, à la question de la limite. J'aimerais bien qu'on réintroduise la question de la limite. Très bien. La limite, c'est-à-dire, on a un hubris parental, on a un hubris consumériste, on est là à vouloir tout de suite, maintenant, n'importe quoi. Et c'est valable. Au départ, ce livre, c'était une enquête sur la PMA. J'ai été étonnée, frappée par ce désir de maternité de certaines femmes qui ont déjà passé la limite naturelle, qui n'ont pas de mec et qui se disent « Waouh, la technologie médicale procréative va me permettre d'avoir un enfant, je peux donc dépasser mes limites. » Et c'est là où la question environnementale rentre en ligne de compte. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et encore moins quand on est 8 milliards, avec le même désir à l'intérieur d'être des consommateurs qui voulons une bagnole, un steak et des vacances. Et ça ne va pas pouvoir tenir sur une planète aux ressources finies. Et il n'y a que les fous et les économistes qui croient que les limites sont complètement impossibles à mettre en place. Thérèse Argot, donc vous êtes sexologue, mère de 3 enfants, issue d'une famille de 8 enfants. Ouais. Hein, et pour vous, le problème n'est pas la démographie, mais la société de consommation. Parce que vous dites, finalement, l'enfant est devenu un produit de consommation comme un autre. Donc, d'où l'idée d'en avoir plein, quoi. Mais oui, parce que si on arrive à avoir ce débat aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose au XXe siècle, c'est l'arrivée de la contraception qui a permis d'avoir un enfant quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et finalement, cette transformation de la société fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce débat. Pour moi, il y a une incohérence fondamentale dans cette prise de position de limiter le nombre d'enfants, ou même de décider de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Pourquoi est-ce que c'est incohérent ? Parce qu'on ne peut pas prôner... D'abord, c'est un écologisme mortifère, absolument déprimant. Bah et oui, pourquoi est-ce qu'il y a une incohérence fondamentale ? C'est que vous proposez 2 choses. Vous proposez une première chose, c'est d'aller éduquer les filles. Et on a parlé d'éducation des filles. Et on a parlé, en fait, finalement, de comment est-ce qu'on va faire pour diminuer, voire à ne pas... Éducation des filles, ça veut dire aller à l'école. Donc, pour résoudre ce problème-là, pour ne pas procréer, il va falloir faire 2 choses, l'éducation des filles et aussi le planning familial. Alors parlons-en du planning familial, parce que c'est gentil de dire ne pas procréer. Alors on pourrait peut-être plutôt proposer ne pas baiser et comme ça on va sauver la planète. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais vu le sujet, on pourrait peut-être y aller. C'est vrai que si à chaque fois qu'on baise, on prend... Alors justement. Sauf chez les catholiques. Le planning familial, c'est justement pour baiser, c'est procréer. Oui. Alors, si pas seulement. On veut avoir des relations sexuelles et qu'on ne veut pas procréer, il va falloir, et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est quoi ? La contraception, l'avortement. La contraception hormonale, qui est majoritairement utilisée par les femmes et qui est promue dans le monde entier, elle pollue. Elle pollue d'abord le corps des femmes, notre propre nature. Comment Prenez un écologisme qui part du principe qu'il faudrait polluer le corps des femmes et leur propre nature. Autre chose, on parle de vasectomie. Tiens, c'est intéressant. Comment promouvoir le respect de la nature, le respect de l'environnement en altérant son propre corps et sa propre nature ? Il me semble que c'est intrinsèquement incohérent. Donc, troisième voie, une autre solution que je prône depuis toujours et que je pratique depuis toujours, c'est une régulation naturelle des naissances. Pourquoi naturelle ? Ça veut dire que c'est basé sur la connaissance que les femmes ont de leur propre cycle, la connaissance qu'on a de la fertilité masculine et d'adapter sa sexualité au cycle féminin. Donc une alternative naturelle à la régulation des naissances. C'est le retour de la méthode de Ginot, ça. Exactement, non. Pourquoi ? Parce que nous sommes en 2019, qu'il existe en 2019 des alternatives naturelles qui ne sont pas connues. Pourquoi ? On peut se poser la question, entreprises pharmaceutiques, tout un mouvement, une idéologie qui empêche la transmission de ces méthodes-là. Et pour moi, il me semble qu'il y a une autre solution. Et donc... Ce que dit Thérèse, en fait, c'est vrai, elle dit comment peut-on être écolo en commençant par polluer son propre corps. Oui, non, mais parce que il faut mettre en face à face les véritables enjeux. C'est-à-dire que la pollution de la capote, bah oui, c'est sûr, c'est du latex. La pollution des hormones, c'est sûr, c'est très polluant. Mais à côté de ça, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a une augmentation de la température de 5 degrés. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir plein d'enfants, je dis qu'il fallait réguler, mais de manière... Les enjeux sont délirants. C'est comme quand Frigide nous disait, ici, on n'a pas assez d'enfants en Europe, il faut financer... C'est vrai, on est en dénatalité.
je termine mon propos. On finance les retraites. Entre comment on va financer les retraites et demain comment on va survivre, il y a 2 poids 2 mesures. C'est quand même pas les mêmes enjeux. Laure ? En fait, le problème, c'est que ceux qui boivent du vin pas bio, qui mangent de la merde, etc., ils se polluent le corps. Pourquoi, cette fois-ci, c'est la question de la contraception qui poserait problème, en fait. De toute façon, on se déchimise. Parce que l'écologie, elle n'est pas là pour une question de cohérence absolue. Le geste le plus cohérent en termes d'écologie, c'est le suicide, j'ai envie de vous dire. Non, vous disparaissez de la surface de la Terre. Possible. Et comme ça... Non, mais c'est une blague. C'est pas possible. I am joking. Mais l'écologie, on est en train de parler... Alors qu'en fait... On est en train de parler des moyens permettant d'avoir moins d'enfants. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir moins d'enfants. On a tranché votre débat. Non, attendez. Moi, je suis moyennement d'accord. Parce que je suis pour la famille nombreuse à partir de 3 enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à partir de 3 enfants... Parce que vous êtes complètement inconscient. Les enfants... Oui, non, mais vous savez pourquoi? Parce que les enfants, à partir de 3 enfants, vont découvrir quelque chose dans une famille nombreuse qui s'appelle le partage, qui s'appelle penser collectif et qui s'appelle aussi apprendre à réfléchir, à être ensemble. Mais... C'est un vivre ensemble qui s'apprend dans la famille. Non, mais attendez, je m'explique. Mais il n'y aura plus de planète. Alors, pas de bagnole, pas de bagnole. Vous faites comment s'il n'y a plus de planète? Vous n'aurez même plus d'enfants s'il n'y a plus de planète. Alors, si vous voulez continuer d'avoir des rires d'enfants, parce que vous aimez tant ça, les enfants. Non, c'est pas ça que j'ai dit, qu'on ait des enfants. Non, tu viens d'en avoir un. Dis la vérité, il vient d'avoir un. Il a plein d'enfants. Il y en a combien? Alors, moi, j'ai 2 enfants et toute la différence entre moi et Laure, c'est la différence qu'il y a entre un vegan et un flexitarien. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'enfants, je dis juste qu'il faut changer de rapport à la procréation et avoir des enfants de manière modérée. Le problème, c'est pas de savoir s'il va y avoir une décroissance démographique, s'il va y avoir un atterrissage de la population mondiale. Ça, c'est vrai, on le sait, ça va avoir lieu. Ça va se stabiliser à la fin du 21e siècle et décroître au 22e siècle. Le problème, c'est que c'est trop tard. Oh, arrête. C'est vrai. C'est ça l'argument. Ça, c'est un cliffhanger d'enfer. Le problème, c'est quand même qu'on ne voit le problème que environnemental et on ne voit pas aussi l'impact positif qu'a des enfants sur Terre. Comme c'est bon aussi d'avoir des enfants dans notre société. Et donc, on ne peut pas ne voir que l'impact au niveau de la planète, il faut voir aussi les autres impacts. Mais c'est pas oui. C'est oui et l'ourson. C'est l'espérance. Des débats là-dessus. On n'a jamais eu de débat là-dessus. C'est la première fois que nous, on a le droit de parler comme ça. C'est très positif. Et c'est d'avoir un débat. Laissez-nous avoir notre petit. Mais tu as côtoyé trop d'enfants. Tu vis dans un monde d'enfants. C'est plus les véritables enjeux de savoir s'ils vont rire, s'ils vont nous apporter des choses. Alors, ce n'est pas du tout mon enjeu. J'ai jamais pensé les enfants en termes de rire. C'est pas ça. Je dis juste la question de l'espérance. Moi, je vous dis que votre écologisme est mortifère. On a envie de se suicider. C'est le réalisme. Moi, je pense à toutes les femmes et tous les hommes qui nous écoutent ce soir à la télévision et qui voient que leurs enfants apportent aussi de la joie dans leur vie, apportent du sens et se lèvent aussi tous les jours pour le bien des enfants. On ne dit pas le contraire. À quoi ressemblerait le monde tel que vous le voyez, Antoine? C'est un monde dans lequel, quand vous allez avoir un enfant, personne ne va vous dire que vous pouvez ou pas l'avoir, mais simplement vous signez un contrat en contrepartie duquel vous avez des avantages sociaux si vous en avez besoin. Par exemple, des allocations familiales, si vous êtes dans la merde financièrement. Si vous n'avez pas le permis de procréer, vous n'avez pas d'allocation familiale, par exemple. Non, le principe, c'est que la signature du contrat de parentalité permet de bénéficier des avantages sociaux pour avoir des enfants dans de bonnes conditions. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'orwellien dans votre système là, alors, c'est aussi orwellien de devoir traverser la rue au passage clouté, parce que ma liberté d'aller et venir est très entravée par cette limite. Je vois que vous avez réponse à tout, mon cher Antoine. C'est-à-dire que j'ai un peu réfléchi à mon sujet, mon cher Thierry. Ce qui est essentiel, parce que moi, je pense d'abord à tous les enfants peut-être qui vont voir ce débat et te dire mais moi, mon existence pollue la planète, mais c'est culpabilisant ce débat. Ce soir, je vais rentrer voir mes enfants, je dis maman, vous avez débattu de quoi à la télévision? Le fait que ton existence abîme la planète, mon chéri. Non, c'est pas ton existence qui abîme la planète, c'est la façon dont tu vis ton existence. C'est la façon dont on t'éduque. Comment éduquons-nous nos enfants? Et moi, je crois profondément à l'éducation des enfants, c'est-à-dire changer leur façon de consommer, leur façon d'être en rapport au monde. Et c'est là qu'on arrivera à changer les choses. Et je crois beaucoup que ce sont nos enfants qui vont sauver la planète. Et donc nos enfants, il faut les faire parce qu'ils vont être acteurs de changement. D'accord. Bon, maintenant. Bravo. Now and now. Faites des enfants. Ladies and gentlemen. Yann. Alors, depuis que je fais cette émission, j'aurais entendu des inepties, Thierry. Je crois que là, on bat le record absolu, total. Et je dirais d'abord que la présence au monde, Thierry, c'est quelque chose qui a lieu hic et nunc, ici et maintenant. Je me méfie toujours des individus qui préfèrent le bonheur pour les autres dans 10 000 ans que le leur tout de suite sur la planète. C'est quelque chose qui m'est absolument étranger et qui me fait penser à quelque chose d'extrêmement morbide. On met toujours la morbidité du côté du passé, le côté mortifère, des choses qui sont abolies, qui n'existent plus, des gens qui sont morbidement repliés vers ce qui est mort. Je crois qu'il y a une morbidité de l'avenir, car l'avenir n'existe pas.
Et les gens qui sont tournés vers quelque chose qui n'existe pas, qu'il soit passé ou à venir, me sont pour moi des êtres totalement absents au monde. Et je crois que l'avenir est une poubelle, parce qu'on met ce qu'on veut dedans. On met les projets, les futures vacances à être tard, les enfants qu'on a ou qu'on n'aura pas. Et je ne vois pas en quoi une arrogance du présent ferait en sorte qu'on est supérieur à ceux qui ne sont pas encore nés. Et il y a une révolution copernicienne qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, et c'est le vrai problème de ce débat. Pourquoi est-ce que la nature serait plus importante que l'homme? Pourquoi est-ce que la nature ne serait pas simplement un réceptacle dans lequel l'homme a droit de citer? Et la nature n'est peut-être que le... La nature, la nature... S'il n'y a plus la nature, il n'y a plus l'homme. Il n'y a plus l'homme, enfin, c'est la même chose. La distinction, elle est obsolète. Non, la nature est une invention de la culture. Il n'y a pas l'idée qu'il y aurait une nature indépendante de l'homme n'a absolument aucun sens. Ce qui est à changer, c'est pas de créer une sorte de décor parfait dans lequel l'homme pourrait être heureux et évoluer. C'est le lien entre la nature et l'homme à l'instant où on parle, dans l'instant présent. Si vous voulez, le fait qu'il y aurait une nature totalement indépendante de l'activité humaine fait que, avec des raisonnements comme le vôtre, pour que les hêtres continuent à pousser et que les poissons puissent continuer à bagnoder, il faudrait simplement que l'homme ne soit pas là. C'est-à-dire que dans votre vision de l'homme, dans votre vision, à côté de la plaque, dans votre vision de l'homme, et merci de ne pas prendre les limites de votre esprit pour celle de l'esprit humain, il y a dans votre vision de l'homme quelque chose qui me déplaît profondément, c'est que à chaque fois que vous défendez la planète, on sent bien qu'une entité vous dérange, une entité est superfétatoire, une entité vous gêne. C'est l'homme lui-même. Et si l'homme a son destin, c'est que l'homme, effectivement, a une pulsion de mort que vous semblez oublier, qu'effectivement, l'homme a peut-être une fonction qui est de se détruire et de s'abolir, et laissez-le se détruire tranquillement, et la planète, tant pis pour elle. Et si les enfants vous gênent, ceux à présent qui sont sur Terre ne vous dérangent pas, mais ceux qui sont à venir, manifestement, vous incommodent, vous pouvez effectivement vous mettre un flingue sur la tempe, vous supprimer et laisser la place aux autres. Oh là là! C'est dur. Ouais. Voilà. Brigitte Bardot, Thérèse Argot, Laure Noilard, Antoine Bueno, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Ça va, Laurent? Ça va, j'ai suivi le débat avec beaucoup d'attention. Alors? Et moi, je suis un peu pour la décroissance. Ah. Parce que, voilà, on est 7 milliards, ça va aller très vite. Bientôt, il faudra trouver 60% de nourriture en plus. J'ai fait 4 enfants. Je pense que c'est un peu trop. Et j'imagine si mes 4 enfants font 4 enfants... Alors, réfléchis pas, ça fait 16. Hein, je te donne le résultat. Mais je ne suis pas pressé d'être grand-père. Et je pense... Il y a des pays africains, ils font 12 enfants. Qui en font 12? Ça fait combien? 124. 124. 12 fois 12, 124. 144. 144, pardon. Bon, donc tu es plutôt d'accord avec Antoine Bueno? Alors, je suis plutôt d'accord avec tout le monde parce que je n'ai aucune personnalité. Donc, tu sais que c'est un peu le dernier qui a parlé, qui a raison avec moi. Comme c'est moi qui ai parlé le dernier, je suis d'accord avec toi. Alors, on commence les Moix d'or, les récompenses qui peuvent faire mal, vraiment mal certaines fois. Hein. Oui, très. On commence avec Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, qui se contrefout... Attends, pardon, il est où à l'image? Soyez précis, là, on se repère. Emmanuel Macron, alors. Alors lui, il se contrefout, parce qu'on est dans les contres, Laurent. Ah oui, c'est contre. Qu'une dame de 73 ans a été blessée samedi dernier à Nice. Ouais. Étonnant de la part d'un président qui préfère les pré-grabataires au poste Jouvencel. Macron a suggéré qu'elle n'aurait pas dû se trouver là. J'aimerais lui retourner le compliment. Une vieille dame qui manifeste parce qu'elle n'a pas de quoi vivre est davantage à sa place, à mon avis, qu'un président de la République sur les pistes de ski quand Paris est en train de brûler. Macron est un génie. Il parvient à la fois à être dans la posture et dans l'imposture. Il est trop jeune pour comprendre les vieux et trop vert pour comprendre les jaunes. Oh là là! Netflix. Moixor du contre-pied. Netflix fait fi des accusations de plagiat à l'encontre de Gad Elmaleh et il lui a commandé une série comique, Huge in France.
Alors, c'est un peu comme si Benalla prenait un abonnement à Mediapart. Hein. Le problème de Gad Elmaleh, avec lequel j'ai peut-être été très sévère la dernière fois, il m'a rien fait personnellement, mais j'aime pas les plagiaires, j'ai le droit, c'est qu'il ne veut pas remplacer Jerry Seinfeld. Il veut être Jerry Seinfeld, ça son problème. Alors, vous vous souvenez peut-être, Thierry, de ce que disait Dali. Dali disait « Les 3 choses les plus extraordinaires qui puissent arriver à quelqu'un sont 1, d'être né espagnol, 2, d'être un génie, 3, de s'appeler Salvador Dali. Or, il se trouve que ces 3 choses me sont arrivées. » Alors, Gad Elmaleh, pour dire la même chose, avec Jerry Seinfeld. Le problème de Gad Elmaleh, c'est qu'il n'est pas américain, mais il est français. C'est pas un génie, il a seulement du talent. Et il ne s'appelle pas Jerry Seinfeld, mais il s'appelle seulement Gad Elmaleh. Nathalie Bois de la Tour. C'est la présidente de la Ligue nationale de football. Alors, elle a dit dans une interview que les chants homophobes, alors par exemple, je sais pas, comme PD d'arbitre ou OIS l'enculé, par exemple, hein, font partie du folklore du football. Un peu, si vous voulez, comme sale juif ou enculé de Dupin, étaient des expressions qui, elles aussi, pendant l'occupation, faisaient partie du folklore nazi. C'était bon enfant. Oui, c'est le folklore. Alors, on ne sache pas, en revanche, que le nazisme n'ait jamais été un vecteur d'intégration comme l'est le football. Oui. Je suggère aux supporters, moi, et peut-être même à cette dame, de traiter de sales arabes et de sales nègres les joueurs de l'équipe de France. Nous verrions alors si le courage est proportionnel à l'abjection. Oh là là! Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, c'est le Moixdor du contre-coup. En effet, Nicolas Dupont-Aignan dit partout qu'on le prend pour un con parce qu'il gêne et qu'il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Le contre-coup de tout ça, c'est qu'il ne sait plus où il en est et fait des fausses citations à tire-larigot. Sur Europe 1 notamment, il a cru citer Gandhi en disant, je cite, « Au début, ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent ». Hélas, la phrase n'est pas de Gandhi, mais du leader socialiste Nicolas Klein. Les rois avaient besoin de bouffons, manifestement la République aussi. Alors, Dupont-Aignan pousse comme un champignon entre les orteils du cadavre de De Gaulle, depuis des années, hein, et il se prétend gaulliste, mais dès qu'il ouvre la bouche, on a l'impression qu'il cite Pétain. C'est ça son vice de forme. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Ça, c'est vraiment une citation de Gandhi. Alors que M. Dupont-Aignan rejoigne une bonne fois pour toutes le Rassemblement national au lieu de se punaiser lui-même comme un Christ raté sur la croix de Lorraine. Dupont-Aignan, l'homme qui se diffame tout seul quand il se cite. Bravo. Yacine Bellatar. Moixdor du contre-jour. Yacine Bellatar a dit, alors je ne connais pas l'affaire dans les détails, je ne veux pas m'en mêler, il y a une présomption d'innocence, mais enfin, il a dit que je menace des gens, c'est un fait, parce que vous savez qu'il a été accusé de menace de mort. Hein. Que je menace des gens, c'est un fait. Il y a plein de gens qui en menacent d'autres. Mais moi, je ne suis jamais passé à l'acte. Ouais. Alors, n'est-ce pas, mon cher Thierry, le propre de la menace que de ne pas passer à l'acte? C'est une question que je pose aux téléspectateurs. Dans la menace, il y a non seulement la promesse de l'acte, mais la sensation de son imminence. Celui qui est menacé n'est pas soustrait à l'acte, il n'est pas épargné par l'acte. Il vit dans un monde où l'acte est sans arrêt en passe de pouvoir advenir. Et c'est pourquoi la menace est malgré tout un acte. La crainte perpétuelle de prendre un coup à chaque seconde, ou de se faire tuer à chaque seconde, est un coup en soi. C'est un crime en soi. Avoir peur sans arrêt n'est peut-être pas la mort, mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas commettre le crime qu'on promet, c'est le commettre à l'envers. C'est ça la menace. Bon, en fait, je vais arrêter ma cuistrerie. La seule chose qu'on risque avec Yacine Bellatar, c'est peut-être de mourir, mais certainement pas de rire. Christian Quesada. Alors lui, je lui donne le Moixdor de la contre-enquête. Vous savez que c'est le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé. Ouais, il a gagné 800 000 € avec Reichmann. Hein. Il est passé du RSA. Kinder Bueno. Ah ouais. Il est passé du RSA à l'ISF, le type. Ouais, ouais. Alors son autobiographie, d'ailleurs, s'est vendue comme des petits pains. Et sa vie allait faire bientôt l'objet d'un film. Mais il a été arrêté récemment pour détention d'images pédopornographiques. Alors, je ne m'inquiète pas tellement pour son avenir, Thierry, parce qu'il paraît que la chaîne Gulli lui a proposé de présenter le journal du Hard. Voilà, Yann, merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. À tout de suite.
Rebonsoir, les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Faute de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. J'accueille Alexandra Lamy, Franck Dubosc et Michael Youn. Ah, il est fatigant. Bon, bonsoir à tous les trois. Alors, on va commencer avec Alexandra. Vous avez déclaré « Je suis fière d'être une actrice populaire », ce qui veut dire « J'adore faire des cartons au box-office », en fait. Non, mais parce qu'il y a une période, ça faisait pas bien de dire actrice populaire. C'est vrai. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait ça pour les gens, donc c'est un peu putassier, quand même. Non, moi j'aime bien, moi. Tout vous réussit, il faut dire en ce moment, là je sais pas ce qui se passe, mais vous resterez dans l'histoire comme la seule comédienne de AB Productions à avoir été invitée aux Oscars. Ouais. AB Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Les garçons de la plage, voilà. Vous avez fait 2 millions d'entrées avec Retour chez ma mère, 2,5 millions avec Tout le monde debout, le film de notre ami Franck Dubosc. Quelle actrice! Bah oui, je ne suis pas adressé à n'importe qui non plus. Là, ça fait carrément Drucker. Franck, oui, quelle actrice! Mais quelle actrice, quelle camarade, quelle... Oui, c'est formidable. Et, oui, elle est formidable. C'est Drucker. En fait, il n'a pas son chien. Si, mais les chiens de Drucker, il faut le savoir, se branlent sur les cuisses des invités. Alors, c'est pas monté, bien sûr, mais ça arrive très souvent. Lui est bien monté, par contre. Bien. Mais Drucker. Non, le bon, chien. Oui, peut-être, c'est rien, je ne sais pas. Bien. Non. Franck, oui, c'est une quelle actrice. C'est une extraordinaire. C'est la meilleure. Mais c'est une excellente actrice et c'est surtout aussi une excellente camarade de jeu, ce qui compte, c'est important. C'est bon. Et puis c'est une Ferrari, hein. C'est vraiment. Ah ouais. Oui, c'est Michael, quelle actrice. Oui, elle est formidable. Et puis c'est surtout une incroyable camarade de jeu. Voilà, très bien. Non. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous réussissez très bien. Vous avez beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d'abnégation. Regardez, le samedi soir, chez Alexandra Lamy. Ouais, on se donne du mal pour être belle, hein, quand même. Hein, attendez. Hein. C'est Saturday Mask Fever. Ouais. Hein. Il y a aussi des soirées blondes. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? d'Huez. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est parce qu'on était à l'Alpe d'Huez, ça vous a fait rire. On n'était que des blondes, donc voilà. C'est dommage que les bouches soient tordues parce que la photo est jolie. Et il y a aussi les nuits avec Michael Youn, parce que j'ai appris, alors que vous avez fait les fous, sur le tournage du film. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Ouais, non, mais c'est fou, non? Non, c'est une formidable camarade de soirée aussi. Ouais, elle est un peu pousse à boire, on a du mal à la ramener tôt, mais c'est formidable. Vous avez joué à qui va coucher l'autre, quoi? Oui, et alors on... J'ai gagné. Non, mais non. Mais non, je suis désolé. Arrête. Non. Déjà, ils ont joué à qui va coucher. Oui, quand on est comme ça en tournage, c'est vrai. Vous avez détruit un hôtel, une voiture, vous avez fait la... Non. Thierry, vous exagérez. Ah, mais moi j'adore, c'est l'époque du rock'n'roll, ça. Un petit peu. On a volé une voiture, mais on l'a rendue. Et on a allumé un extincteur dans un hôtel. Non, que tu as vidé dans ma chambre. Oui. Et après, elle a dû tout nettoyer. J'ai dû tout nettoyer. Bah, ça fait du bien. Voilà, non, vous êtes défoulé, c'est très bien. Non, mais je veux pas vous le reprocher. De temps en temps, c'est bien. Est-ce que c'est vrai? Parce que le pire, c'est quand même d'essayer d'enfoncer une porte avec la tête. Oui. Comme un bélier. C'était la chambre d'Anne-Marie Vin. Tu as changé. Elle a le sommeil. À une époque, tu mettais le feu, aujourd'hui, tu l'éteins. Tu t'es assagi. Oui, je me suis embourgeoisé, ça c'est clair. Alors, Franck Dubosc, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau spectacle 50-50. On y viendra tout à l'heure. Mais d'abord, il y a un scoop. Vous arrêtez les slips de bain, c'est vrai? Vous, Patrick Chirac? C'est plutôt les slips de bain qui m'arrêtent parce que... Non, j'arrête, j'en sais rien. J'ai dit que c'était la dernière fois. Je vais mettre un petit peu de temps avant d'en remettre. J'en ai marre de tourner dans les bains. Non, mais quand même, lui, il a arrêté de montrer ses fesses. Vous arrêtez le moule bite. C'est pas vrai.
C'est la je fin. vais prendre le relais. Hein. Non, C'est la fin. On n'a pas vu la chatte de Clara Morgan depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin d'une époque quand même, non? L'époque. Ouais. C'est l'époque. Alors, quand on vous a demandé, en fait, si vous referiez un camping, donc camping 4, vous avez répondu, je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait All Inclusive, pour porter le maillot encore une fois, avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. On est d'accord? Il n'y aura pas non plus de All Inclusive 2. Non. Ah. J'ai d'autres envies maintenant. Voilà, Et nous aussi, je te rassure. J'ai d'autres envies. Ta gueule. Est-ce que quand même vous ferez une ultime apparition en slip au César? Oui, Ah j'aimerais bien. Une J'avais dit fois. J'aimerais bien arriver en smoking et l'enlever et dire voilà, si je suis là ce soir, c'est un petit peu aussi grâce à lui, à Patrick Chirac. Maintenant, je pense que j'oserais même pas le faire parce que je me dirais oh merde, prends ce moment au sérieux quand même, va pas se faire la balle. On a des grandes gueules, mais. Alors, il y a un an, vous étiez sur ce plateau. Un an presque jour pour votre premier film en tant que réalisateur, Tout le monde debout. Gros succès, succès critique. Je vais citer Télérama parce que c'est quand même énorme. Un regard tendre et juste sur le handicap. Télérama. On a presque eu peur. On a presque eu peur. Je rappelle le pitch de Tout le monde debout, c'est comme Intouchable. Mais à un moment, il baise, quoi. C'est bien expliqué, hein. C'est bien expliqué, voilà, ça donne envie. Il a donné la fin. C'est pour ça que tu voulais que je sois à côté. Je ne comprends pas, j'ai vu le film, je regarde l'affiche, il y a marqué Gérard Darmon, mais il n'est pas dans le film, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, ce qu'il faut dire, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent ce que vous dites, Michael. Franck a coupé une scène avec Gérard Darmon qui a été très, très malheureux. Il a été malheureux et on est tous malheureux quand on nous coupe des... En plus, c'est une scène vraiment de comédie. Il avait déjà été coupé, Gérard. Non, c'est une très belle scène, effectivement, qui, dans la longueur du film, mais non, à un moment donné... C'est vous le réel. Mais oui, mais moi, je l'ai pas coupé cette scène parce que c'est moi le seul. On a tous été coupés, on a tous eu beaucoup de Non, mais là, c'est pas de l'antisémitisme. Et voilà. Et puis, Gérard, ça a été malheureux que cette scène... Non, mais d'ailleurs, ça fait du mal à tout le monde, même pour le réalisateur. Parfois, c'est des scènes qu'on adore. Pour l'équilibre du film, il faut les enlever. Gérard, si tu nous regardes sur mon Drucker. Ouais. Non, Gérard, si tu nous regardes, regarde le film. Ouais, il est excellent dedans. Il est excellent dedans. Alors, si eux deux ont commencé dans des séries pour ados, vous avez commencé dans le Morning Live, donc l'émission qui réveille vos voisins, le cul à l'air, armé d'un mégaphone, grande époque. Vous avez déclaré... Bien gaulé à l'époque. Ah ouais. J'ai changé? Non, pas tellement. Vous avez déclaré avoir montré mon cul au 7 d'or m'a valu une étiquette très très dure à décoller, mais également très visible. Désolé, je dois tout à mon cul. C'est comme lui à son slip. Sans lui, je ne serais pas là en face de vous pour faire une interview. Exactement, je n'ai rien à ajouter de plus. On vous a longtemps dit, à part montrer vos fesses... Qu'est-ce que vous savez faire? Eh bien, c'est pas vrai. Vous avez fait plein de trucs. Bah oui. Vous êtes désormais un acteur à qui on confie des rôles dramatiques. Vous voyez très bien. La dernière fois que je vous ai vu, c'était pour Carbone. Ouais. C'est très bien. Le film aussi, d'ailleurs. Donc, tout va bien. Ça va. Ça va? Alhamdoulilah, bien sûr. Est-ce que, maintenant, vous pensez que vous avez enfin la carte? Non, mais ça me pose pas de problème. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que tu as la carte? Non, mais ça me pose pas de problème. Et je réponds ça parce que quand il a répondu, je lui ai dit, moi j'aurais dit la même chose. Thierry, tu penses que tu as la carte? Ah, pas du tout. Ah non, moi je suis pas du tout aimé par l'intelligentsia de gauche bobo. Est-ce qu'on serait pas tous d'accord pour enculer les gens qui donnent les cartes? Ah oui. Vous avez la carte, vous, non? Oui. Je sais pas, non, je crois pas. Non. T'as une demi-carte. Une demi-carte, ça. Ouais, t'as un ticket de métro. C'est ailleurs, ça. Ah non, Thierry, j'aime pas quand t'es grossier, pardon. Oui, c'est pas grossier. J'aime pas quand t'es grossier. C'est pas toi. Bon, vous êtes devenu donc un acteur bankable, mais vous savez toujours mettre le feu. On l'a vu durant le tournage de Chamboule-Tout, évidemment. Et on l'a vu la dernière fois que vous êtes venu dans mon émission Magnéto Serge. Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle m'a donné comme conseil, ma mère? C'est ça que tu veux savoir? Hein? Ouais. Tu veux savoir c'est quoi qu'elle m'a donné comme conseil, ma mère? Tu sais ce qu'elle m'a dit, ma mère, Ardisson? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Fous ta cagoule, fous ta cagoule. On t'aura pas, t'auras les clous, t'auras les poules. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Le chef de poule, le nez qui coupe, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Tu m'as reçu de l'état, ne fais pas me saoule. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Sauf ta cagoule. Alors,
C'est pas ce jour-là, vous m'avez séquestré, Oui, d'ailleurs. oui. Ah, c'est le jour de la séquestration. Voilà, parce qu'on voulait pas qu'il s'en aille. Et comme j'étais très en retard. T'avais un avion à prendre. Et donc il m'a pris les clés de mon scooter et il m'a enfermé dans une pièce en attendant que ce soit mon moment dans l'émission. Et je dois dire, ça m'a même ça pas va, énervé t'es parce pas que- Natacha Campouche non plus, nous casse pas les couilles. Magnéto, Serge. Non. Je te dirai pas bonsoir. Faut que je vous raconte ce qui se passe en coulisses. Vas-y. Ça fait 3 heures que j'attends. Et sauf que j'ai un avion à prendre et ils m'ont séquestré pour que je vienne faire l'émission. Tu sais pourquoi? Oui, parce que tu m'aimes. N'épiloguons pas. Donc voilà, Michael Youn, vous êtes né le 2 décembre 1973. Alors maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est Shopping. Alors Alexandra Lamy et Michael Youn, vous êtes ici ce soir pour Chamboule tout, le nouveau film d'Éric Laven en salle le 3 avril. Je fais le pitch. Alors, vous êtes marié avec José Garcia. José Garcia a eu un accident 5 ans avant, et depuis, non seulement il est aveugle, mais en plus il est un peu comme toi. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et vous, Alexandra, vous racontez ça dans un livre qui sort, provoquant évidemment un joyeux bordel chez vos amis, parce que vous parlez de tout le monde. Et alors, ce qui est terrible, c'est que toute la bande va lire le bouquin à Biarritz, dans une maison de vacances, et que ça va donner lieu évidemment à toutes sortes de scènes que je ne vais pas raconter. Est-ce que c'est... ça va? Ouais, c'est très bien, c'est tout à fait C'est ça. vrai. C'est une histoire vraie, faut préciser. Quand même. Ouais, c'est au départ, oui. C'est tiré d'une histoire vraie. Barbara, que, Voilà. que vous avez rencontré d'ailleurs, l'auteur du livre. J'ai rencontré effectivement Barbara, son mari, ses enfants et aussi son compagnon, parce qu'elle a aussi un compagnon. C'est un peu mère courage dans le film là. Vous assumez tout ça avec beaucoup, Non, mais beaucoup de force. Oui, mais en même temps, je me dis de toute façon, je pense que si c'est votre enfant ou votre mari, bon, bah, vous prenez les choses à bras le corps. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce personnage-là, c'est que c'est une femme qui pense à elle. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire qu'elle se dit, je ne peux pas être qu'une mère et une infirmière, sinon la vie serait trop insupportable, et que j'ai besoin de passer à moi en tant que femme. Et donc, elle a un compagnon dans sa vie. Justement, j'adore ça. Et je trouve ça J'adore super ça parce fort. que je pense souvent, par exemple, à un couple, le mec part en prison. Il part en prison pour 10 ans. La femme ne va pas rester 10 ans sans baiser, donc elle a une aventure. Mais ça n'empêche pas d'aimer, évidemment, son mec qui est en tôle. Et je trouve que ça en dit long sur la différence qu'il y a entre le sexe et l'amour. Souvent, on a tendance à lier les deux. Ne cherchez pas à vous justifier. Là où vous avez raison, c'est que c'est bien de parler à un moment donné de la sexualité, parce que Bien cette sûr. femme-là, elle ne peut plus avoir de vie sexuelle avec son mari. Voilà. Son mari est devenu presque un enfant. Évidemment. Et elle a Non, besoin il faut dire qu'il est aussi- impuissant. Oui, il y en a que ça gêne Oui, pas. c'est vrai. Et donc elle a besoin aussi d'avoir quelqu'un, d'avoir un réconfort, d'avoir aussi un homme et d'une sexualité, parce que elle est jeune. Et elle c'est peut ça que pas- j'aime dans Il y a ce un film. truc comme c'est ça ça, où l'homme c'est- demande à sa C'est femme. pas que le sexe avec Non, son compagnon. c'est pas que le sexe Elle a aussi, aussi parce besoin que- d'être aimée normalement, Bien alors sûr. que son mari peut plus vraiment l'aimer. Non, non, mais bien sûr. Il y a un film comme ça, je sais plus, où l'homme est malade et demande à sa femme, et c'est un film connu, d'avoir un amant un peu pour le. Mais il y a un truc, je me suis toujours posé la question. Grande c'est, Vadrouille vous êtes avec quelqu'un. La vache et le prisonnier. moi. Vous êtes avec quelqu'un, et puis tout à coup, l'amour n'est plus là, l'autre a un accident. Ouais. Comment vous faites pour le quitter à partir de là, Ouais. sans qu'il croie que c'est à cause de cet accident Voilà. ou autre? Ce serait pas plus simple que tu appelles ta femme directement. Parce qu'on est obligé d'être témoin de tout Ouais. ça. franchement. C'est gênant pour nous, hein. Ouais, c'est vrai. Alors Garcia, bon, il est aveugle, il est impuissant, il dit n'importe quoi, mais il est toujours très séduisant en fait. Ouais, il mais est c'est beau. ça qui est formidable. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Barbara, c'est qu'elle fait tellement attention à son mari. Ouais. Elle ne veut pas que ça se voit. Ouais. Et elle le garde beau. Elle fait attention à ce qu'il mange, parce que c'est vrai que il a n'arrête faim pas. tout le temps. Il a faim tout le temps. Il a plus de mémoire immédiate, donc forcément, il a faim tout le Voilà, temps. et c'est Et un peu puis il son boit seul pas ce qu'il plaisir. mange, donc il n'y a pas de discernement. Donc, Quand il te voit pas vieillir, lui, Non, ouais. Non. il la verra pas vieillir. Il a toujours l'impression d'être Appelle ta au femme, moment on te dit, au moment de l'accident. Ouais, c'est ça. Il a n'a toujours pas de- l'impression il n'a d'être pas de il y a mémoire 4 ans, immédiate. avant l'accident. l'accident, ouais. Ah oui, il n'a pas bougé. Alors vous, Michael, vous êtes un ami du couple. Oui, je suis le meilleur ami de José. Voilà.
Et vous êtes marié avec Anne-Marie Vin, qui est étouffante. Donc c'est très drôle, ça aussi. C'est-à-dire que vous trompez votre femme, Garcia le sait, et comme il dit tout, vous êtes terrorisé à l'idée qu'il puisse dire « Ah, t'as bien baisé aujourd'hui, etc. » Parce qu'en fait, il me servait d'alibi. Voilà. Je disais que j'allais voir du foot avec lui, alors qu'en fait, j'allais baiser ailleurs. Ouais. Donc dès qu'il me voit, il me repère, évidemment, puisque les sens sont plus développés, en particulier le sens olfactif. Donc il me repère à l'odeur, il fait « Ah, Fabrice, t'es là? T'étais au foot, t'es allé baiser ?» Et donc, évidemment, moi, je ne peux pas être en présence de José quand ma femme est là. Alors ce que vous faites, vous le bourrez de chips et vous parlez plus fort que lui. Bon, regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Alors, ça raconte quoi? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Votre mari, il a eu quoi comme problème? Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. En tout cas, il a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est quoi? C'est des Maltesers. Ah, boule, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux, c'est quoi? C'est quoi? C'est mon grazia, papa. Ça se mange pas. Ah, c'est nul. Vous parlez de vos amis dans le livre. Vous leur avez fait dire avant? Pas encore, mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils se reconnaissent. Oh, je me souvenais pas de ça. Mais c'est vrai, quoi, on y est, on est avec elle. C'est un livre, oui. Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis étouffante. J'en sais rien. T'en sais rien? Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle. Eh, c'est moi qui le fais, hein, c'est moi qui le fais, hein. Oui, je te dirai. Maintenant? Non, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens. Maintenant! Non, attends! Mais pourquoi vous faites ça, bande de cons? Parce qu'on est Tu sais que ça, c'est Éric Lavenne qui faisait ça. Ah ouais. Jusqu'au jour où il s'est fait casser la gueule. Ah d'accord. Donc voilà, ne pas faire En évidemment. tous les cas, c'est très je stressant. ne vais pas vous porter la poisse, mais ça m'étonnerait pas que ça marche quand même. Hein. J'espère. Alors, Alexandra, sur le plan cinématographique, vous êtes quand même à fond dans le C'était handicap. très bizarre, cette Vous avez fait Tout le monde debout, avec, vous êtes dans un fauteuil. Là, votre mari est aveugle. J'avais fait de toutes nos forces avec Jacques Gamblin voilà. aussi. Pourquoi faites pas un aveugle dans un fauteuil, là, non? Ouais, je vais peut-être tenter la prochaine fois. Alors, Franck et Michael, donc, on va voir lequel de vous deux connaît le mieux Alexandra Lamy. D'accord? Là, j'ai peur. On va faire un friend test. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, vous jouez l'un contre l'autre. Hein. C'est déloyal quand on connaît leur rapport. On va voir vraiment ceux qui m'écoutent. Attention, on se concentre, Dubosc. Quel est le deuxième prénom? On est à l'école. C'est même plus Quel Franck, est c'est le Dubosc. deuxième prénom d'Alexandra? Paulette, Oussama, Germaine, Alexandrie ou Sue Hélène? Paulette. Ouais. Voilà, je ne dis pas qu'on l'a dit en même temps, mais on l'a dit en même temps, mais voilà, non, mais il n'y a pas de Là, ce problème. point est pour lui. À 16 ans, qu'a fait Alexandra Je sais. J'étais en là. cachette de ses parents? Un tatouage de dauphin sur sa cheville gauche. Elle a perdu sa virginité avec son cousin lors d'un voyage scolaire. Ah, ça c'est Christine Boutin, ça. Elle a passé le concours pour entrer au conservatoire de théâtre de Nîmes. Elle a passé le concours d'entrée au conservatoire. Et elle a pris des cours de pole dance dans un bar de Nîmes. Nîmes, je l'ai dit avant. Aucun point parce que vous avez répondu à la fin de l'énoncé. Ah, ok, j'ai Ok, c'est vrai. C'est vrai. Combien de fois Alexandra a-t-elle été mariée? Une fois, deux fois, 3 fois, 0 fois? 2 fois. Non. Une fois. Une fois, mais d'accord. Quelle est son astuce de beauté du matin? Elle boit un jus de citron, elle se badigeonne le visage de jus de citron, elle s'assoit dans une bassine de jus de citron, elle se fait un lavement nasal avec un jus de citron. Elle n'en a aucune parce qu'elle est naturellement belle. Elle boit un jus de citron. Elle boit un jus de citron. Non. Tu bois le jus de citron? Ah, aucune. Non. Elle se badigeonne le visage avec du jus de citron. Tu fais ça, toi? Je me suis un petit peu tôt comme ça parfois, ouais. Pas tout le temps, mais je vais un petit peu. Enfin, son vrai secret beauté, c'est quand même qu'elle boit une vodka avant de se coucher. Ah oui, mais ça c'est le soir, on a parlé du matin. C'est autre chose. Que fait Alexandra quand elle a un bouton d'acné qui pousse? Elle met du Biactol, elle le perce, elle le laisse mûrir.
ou elle le recouvre de dentifrice? Elle le recouvre de dentifrice. Ah, les astuces de grand-mère. Bah ouais, ça marche pas bien. Sachez que ça ne marche pas. Mais bien sûr que si, ça marche. Mais si, ça marche. Vous croyez parce que ça le sèche, ma femme elle le fait, ça m'énerve. T'arrives le matin, t'as la laine. Parle-lui directement. On sait tout ce que tu veux lui dire, Franck. Quel est le gros mot préféré d'Alexandra? Pute-borgne, enculé, crétin des Alpes ou boudin? Pute-borgne. Non, ça c'est Le Pen. Crétin. Enculé. Ouais. Ouais. Attends. On a demandé quoi? Le juron préféré. Ah oui, mais il fallait intituler autrement. Pas compris juron. Non. Quel est le hobby préféré? Ouais, j'avais compris. Alexandra. Oui. Sinon, c'est pas très gênant comme ça d'avoir un quiz sur avec des gens qui participent. Mais oui, bien sûr, c'est gênant. J'espère que c'est gênant. Pour l'instant, ça a été. C'est maintenant que ça va le devenir. C'est fait pour être gênant. Alors, que s'est-il passé d'incroyable lorsqu'Alexandra a dîné chez François Hollande? Regardez, on le sait. Tu me l'as raconté. Il n'a pas raconté de petites blagues. Non. Il a cuisiné lui-même. Il y avait du flambi au dessert où il a plu dans la cuisine. Il a cuisiné dans la cuisine. Il a cuisiné lui-même? Ouais. Tu m'écoutes pas, hein. Quelqu'un invité chez Hollande? Alexandra, il a fait quoi? C'est ce qui me paraît le plus... Il avait fait un très bon roast beef, avec des petites pommes de terre sautées. Un roast beef, t'as dit, hein? Là, c'est un beau lapsus, hein? Il était marrant, pas comme président, mais sinon il était sympa. Oui, il était sympa. Comme très président, c'est un peu une connerie. Mais bon, pour les blagues, il était très bien. À qui Alexandra a-t-elle mis un râteau? Chut. Kevin Costner, Brad Pitt, Patrick Swayze ou Laurent Baffy? Kevin Costner. Ah, moi, je vais Ah, je suis comme Mais ça. parce qu'à mon avis, pendant que vous avez tourné ensemble, vous avez beaucoup discuté. Ah ouais, t'es au courant de tout, Non, toi. mais parce que Franck boit très peu, quoi. Raconte, Alexandra. Non, mais voilà, il m'avait dragué, là, il m'a demandé mon numéro, j'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que j'étais mariée d'abord. Ah, bah putain, voilà. voilà. Ça, c'est bien. Ouais, je sais, ça vous étonne, hein, mais il y a des femmes fidèles. Hein. Non, oui, la mienne. Oui. Alors, dernière question. Lequel de ces corps est celui d'Alexandra Lamy? On connaît la photo. Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4. Photo 3. 3, ouais. Oui, mais parce que la 4... Je connais la photo. Bravo. Comment tu sais ça? Mais parce qu'elle me l'a envoyé avant de la mettre sur Instagram. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est trop facile, la 4. On reconnaît Hanouna immédiatement. Bon, alors, qui a gagné, là? C'est Franck. Franck Dubosc. Oh! Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Alexandra Lamy. Parfait. Franck Dubosc. Michael Youn. Et Laurent Baffy. Bravo, 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 bravo. Et maintenant, vous l'avez sur le bout de la langue, évidemment, vous le savez. C'est un poil de cul? Non. Non. C'est le blind test. Ah, yes! Alors voilà, le thème de ce soir, c'est les exilés fiscaux. Voilà. Florent Pagny. Oui, vous n'êtes pas exilé fiscal, vous. Non. Vous vivez pas à Londres pour des raisons fiscales. Non, pas du tout. Vous vivez à Londres parce que vous aimez Londres. Ouais. Comme par hasard. Il paye ses impôts en Vous France. n'êtes pas concerné par ce sujet, en fait. Mais Non. vous allez quand même jouer au blind test. Oui, évidemment, Alors, mais je suis pas très Ah bah, bonne. Lui, il va être nous, on très joue fort. aussi, on l'est pas non plus. Hein. Ah, toi, non. Toi, je sais que tu es un vrai Français. Tu payes tes impôts Michael en aussi, France. là. Bah, moi aussi. Toi aussi. Allemands, C'est bien. Non, non, vous, très bien, mais c'est très bien. Oui, Bah, on je vous paye nos félicite. impôts. Non, parce qu'on préfère le dire. Hein. Ah, je vous félicite, c'est On va pas se important. faire Ah, oui. C'est important. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Alors, je vous montre des exemples
Magnéto Serge. Voilà. Donc, d'un coup, tout le monde se dit, je vais peut-être pas donner toutes les bonnes réponses. c'est ça. Moi, j'adore Nolwenn Leroy qui relève le kilt de Laurent Baffy. Ouais, dis donc. Extraordinaire. Et les CSA n'a rien dit? Non. 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. Entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Aznavour. Ouais. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Laurent, je suis désolé, je peux pas te garder. C'est lui qui l'a. Mais non, mais... On peut plus faire un blind test. T'imagines que moi, Thierry Ardisson, je ne peux plus faire de blind test parce qu'il trouve tout avant Serge, les autres. Mais ouais. Est-ce que tu as en régie une musique un peu triste, genre à la Chaplin? Non, Cold Song. C'est fini l'amitié, là. Il va te faire un câlin. Je t'ai tellement aimé. Je t'ai tout donné. Reviens. Avant tout le monde. Ah, c'est parce que je lui ai fait des yeux de Joe Cocker. C'est beau, hein. J'ai les poils qui se dressent, et pas que. C'est beau, un Cold Song. Bon, attention. Laurent, laisse jouer. Pas un mot. Allez pas trop vite. Attention. Donc, oui. Charles Aznavour, donc, exilé fiscal en Suisse. Plus maintenant, évidemment. Bon. Oh là là, si tu fais les vannes de Lolo, qu'est-ce qui va lui rester, quoi? Il a plus le droit de parler. Répondre au blind test à la place des invités, c'est bien le problème musique. Encore Aznavour. Hallyday, retiens la nuit. Écrit par Aznavour. Bravo. Il est bon, ce Baffy, il est bon. Reste là-bas. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Baffy, alors? Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Donc, Johnny Hallyday, exilé fiscal en Suisse. Enfin, plus maintenant. C'est moche. C'est moche. C'est vraiment moche. C'est comme quoi ça porte pas chance, hein. Non. Dis-moi, il a chanté, Arthur? Non. Non, d'accord. On s'est fait toute une liste d'exilés fiscaux dans la tête. Mais ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Service d'ordre. On attend Florent Pagny. Service d'ordre. Est-ce que tu peux amener Laurent hors de ce studio? Oui, il y en a avoir dès qu'on ne soupçonne pas. Hein. Non, mais sans déconner. Après tout ce qu'on a vécu, tu me vires? Attention, on est entre nous, ce qu'on est réparti. Musique. Yannick Noah. Ouais. Exilé fiscal aux États-Unis. Attention, musique. Florent Pagny. Ouais. La liberté de penser. Au Portugal. Patagonie, puis Portugal. Musique. Patricia Cass. Oh, Ah ouais, bien. Moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour. il est en train de danser sur Patricia Vous êtes sûr Cass. qu'elle est pas en C'est la fin du monde pour lui. Mais Il danse sur Patricia Cass. Elle vit où, Patricia Cass? Où qu'elle habite, Alors, Patricia Cass en Allemagne. Suisse. Ah, Allemagne. Attention, musique. Alain Delon.
Oui, parce que Dalida, elle est morte, concrètement. Mais non, écoute, il est en France. Il habite en France. Non, Delon, il est en Suisse, non? Il est exilé fiscal en Suisse. Non, il est aussi en France. Il est en Suisse. Mais il est rentré. Attention, c'est le Super Banco. Mais ils sont pas français. Ça veut dire quoi, Super Banco? Ça veut dire que celui ou celle qui trouvera cette chanson aura tout gagné. D'accord, ok. Ouais, d'accord. C'est pas de la rigolade. Il remet son titre en jeu. Hein, tu le remets, Michael. Oui, c'est l'école des fans. Mais avec plaisir. C'est l'école des fans. Attention, musique. Oh, Les gens conscientes. C'est un rêve qui est super belle, je dors plus la nuit. Il y a un moment, il faut quand même rendre à Laurent ce qui est talent. Que Laurent vient de faire la célébration. Eh oui. Viens ici, connard. Viens ici, amenez-le-moi, là. Je sais pas faire ça. Mais tu vas le faire, maintenant. Attention. Musique. Toi qui fais que des films sur les handicaps, tu peux faire un film avec Laurent. Michael, je pense que tu devrais essayer. Ah non, non. Oui, un handicap. Michael. Je sais pas si j'ai encore l'âge de faire tes émissions. Bon, ouais, ça va. Bon. Ouais, j'ai pas mal. Replay. Bah, ils sont contents. C'est beau. On continue avec Shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. On est perdu. Et pourquoi... Franck Dubosc, bonsoir. Donc 4 ans après, à l'état sauvage, vous remontez sur scène avec votre 5e one-man show intitulé 50-50, la cinquantaine. Vous dites c'est un âge un peu bâtard, car on est vieux aux yeux des jeunes, mais encore jeune aux yeux des plus vieux. Bah ouais, et c'est ce côté-là qu'il faut prendre, voilà. Vous avez plutôt 55 ans, non? 55, ouais. Mais il faut du temps, faut que je digère avant de pouvoir écrire un truc. Ouais. Mais 50-50, on passe beaucoup sur les 50 ans, mais c'est surtout aussi sur ma vie, sur ma femme est d'une autre culture, c'est tout ça, c'est ma vie et 50-50, voilà. C'est tout. Votre père vous disait, après 50 ans, tu verras, il y en a plus derrière que devant. Une belle phrase de merde, ça. Et il avait raison, il est mort à 65 ans. Ah ouais. J'avais dit qu'on allait rigoler. Non, mais vous remarquez à quoi l'âge qui passe? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Je pense que ce qu'on perd le plus, moi, ce qui me manque le plus, c'est la candeur. Ouais. C'est j'aimais ça. J'aimais la naïveté, la candeur et tout. Et puis avec l'âge, on a tendance à... Même si on veut faire jeune, même si on veut faire tout ce qu'on veut, la candeur, on la perd. Ouais. Vous dites, c'est mon spectacle le plus personnel. Ouais. 90% de ce que je dis dans ce spectacle est vrai. Vous dites, par exemple, ma femme est libanaise, alors vous avez 2 enfants qui s'appellent Raphaël et Milan. Je dis que mes enfants, dans le film, je dis mes enfants sont à moitié arabes grâce à leur mère. Je fais comme ça. Et je dis, ils ont 2 prénoms. Le grand s'appelle Raphaël et Rachid, et le petit s'appelle Milan et Mouloud. Et quand je dispute, j'utilise leur prénom arabe. Ça me paraît plus naturel. Ben voilà. Mais votre femme, quand elle s'énerve, elle parle arabe aussi. Elle fait des you-you. Oui, bah, si elle commence à s'énerver en arabe, c'est que ça va être grave. D'accord. C'est que ça va être grave. C'est là où je le comprends le mieux. C'est là où je la comprendrai le mieux. À cause des enfants, vous hésitiez à remonter sur scène. Ouais.
Non, parce que ils sont petits et puis dès le début, quand on part tourner ou quoi, c'est difficile quand les enfants sont petits. Et moi, le grand tout de suite m'a dit oui, t'aimes mieux ton métier que nous. Oh là là. Et c'est vrai. Mais je lui ai dit, j'aime mieux mon métier que vous et j'aime mieux ton petit frère que toi. Et comme ça, bien sûr, c'est pas vrai. Mais oui, c'est difficile, on est obligé d'abandonner. C'est la tournée surtout, c'est pas le fait de jouer ou d'écrire. C'est le fait d'abandonner ses enfants pour partir sur les routes. En parlant d'écrire, juste une parenthèse quand même, vous bossez comme un chien parce que vous sortez votre film il y a quoi, un an, là vous êtes déjà sur scène. Et là, je viens de terminer le prochain film. Ça va fort. Mais j'aime ça. J'aime écrire, j'aime... voilà. C'est un grand plaisir. Alors actuellement, vous êtes au Palais des Sports. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. À 50 ans, c'est quelque chose, hein. T'es un petit peu comme un yaourt en date limite. Moi, je les vois, les filles, hein. Elles me regardent, celui-là, faut le bouffer ce soir, il est pourri demain. On s'engueule à cause des enfants, c'est structuré. Tout est sujet de dispute, tout. La température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. J'ai voulu l'essayer, ça a fait un drame. Bon. Ils veulent un chien. Un chihuahua. Donnez-moi un bulldog. Que j'ai l'air d'un chasseur, je sais pas, d'un vigile, quoi. Je vous fais le vigile, hein, je sais pas faire le chien. Je redécouvre le plaisir des choses simples. Roter chez le dentiste, uriner dans le lavabo de la salle de bain, ou dans l'évier de la cuisine quand il n'y a pas trop de vaisselle. Mais moi, je dis pas assez souvent que je t'aime et j'en suis conscient. Oui, je dis je t'aime quand je fais l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là. Attendez, c'est pas des blagues qui sont piquées aux Américains, ça. Ça, c'est des vraies blagues. Sujet tabou. C'est pas des blagues volées. Bon, et maintenant... Gilet jaune, moi gilet jaune, demandez gilet jaune, faut danser le petit. Gilet jaune, moi gilet... Alors, je vais vous dire, ne dites rien parce que votre attaché de presse m'a appelé il y a 3 jours en me disant surtout ne lui parle pas des gilets jaunes. Et toi, discret? Non, c'est pas ça, c'est que je m'appelle pas Michel Drucker, je m'appelle Thierry Ardisson. Ne dis pas ce nom devant moi. Donc, c'est moi qui vais parler. En fait, cette affaire de gilets jaunes, vous les avez soutenus, après on avait l'impression que vous êtes très tractés, après vous avez ressoutenu, très compliqué. Moi, je crois que vous avez réalisé 2 choses dans cette affaire. La première, c'est que vous êtes avant tout là pour faire rire les gens et pas pour donner votre avis sur la politique, un peu comme François Hollande. C'est ce qui me rapproche de François Hollande. Et la deuxième, et je vous prie de le croire, sachez que vous avez fait bien plus pour la France d'en bas en vous trimballant en slip de bain dans camping qu'en prenant frontalement position. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de sujet, voilà. Mais je voulais vous le dire. Merci. Mais... Non, ne réponds pas. Est-ce que vous vous réveillez encore la nuit en sueur en pensant qu'il y a des gilets jaunes qui vous poursuivent? Non, parce que pour être honnête, suite à ça, j'ai eu l'occasion de bien sûr beaucoup les rencontrer. Ouais. Et rencontrer les vrais, pas ceux que j'avais quittés. Ouais. Ceux que j'avais aimés au début, je les ai rencontrés. Ouais. Et on s'est parlé beaucoup. Tout s'est arrangé, j'en sais rien, tout quand c'est vrai. Regardez, je vais vous dire un truc, regardez ce que je porte sur moi tout le temps. Oh, un petit gilet jaune. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Ils m'ont offert ça. Je vais vous dire une chose, ils m'ont offert ça pour une raison bien précise que seuls eux connaissent et que vous ne connaîtrez pas. D'accord. Non, mais je vous le dis. On ne parle plus des gilets jaunes. Non. On ne parle plus des gilets jaunes. Non. Quelle est votre position sur le conflit israélo-palestinien? En tout cas, il y a une chose qu'il faut dire, que le premier qui n'a jamais changé d'avis me jette la pierre. Oui. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso.
ça va, je suis prêt. Taquet. Jingle. Ça, c'est les gréements de fortune. C'est les gréements de fortune en oui, version raccourcie. De fortune. Allez, on y va. On commence par la politique française. Macron a souhaité cette semaine sagesse à la septuagénaire blessée à Nice et la gauche s'est indignée. Évidemment, c'est gonflé de la part de Macron quand même d'appeler à la sagesse quelqu'un qui a l'âge de sa mère. Enfin, ouais, techniquement, il a l'âge de sa femme, mais... voilà, oui, mais là, enfin, non. Non, c'est pas bien. C'est là, franchement... Gilets jaunes toujours, François Ruffin a déclaré « Les gilets jaunes, c'est le moment où les muets sont devenus bavards. Malheureusement, gilets jaunes, c'est aussi le moment où certains voyants sont devenus borgnes. » Je crois que Franck voudrait réagir là-dessus. C'est moi y aller. Écoutez-lui la paix. Allez, côté Mélenchon, il s'est déclaré plus que jamais fasciné par Éric Drouet. Et c'est vrai que quand on voit Éric Drouet, c'est le genre d'homme de Mélenchon. On va voir. Vous direz à Raquel demain de faire gaffe à la prochaine soirée, France Insoumise. Franck, rien toujours. Non, j'écoute. On va passer aux européennes, comme ça on risque plus rien. La surprise de la semaine, Pascal Canfin, candidat à La République En Marche aux européennes, c'est un choc pour les associations environnementales. Tu m'étonnes que c'est un choc que l'ancien directeur général du WWF abandonne à leur sort l'une des dernières espèces en voie d'extinction, les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, c'est moche. Et la tête de liste de cette fameuse liste La République En Marche, c'est Nathalie Loiseau, qui, quand on la voit, nous rappelle que François Bayrou avait un gros charisme en fait. D'ailleurs, si, non mais c'est moche, mais c'est vrai. Selon un sondage Odoxa qui le prouve, 59% des Français sont indifférents à la tête de liste Nathalie Loiseau. Sondage qu'on va découvrir plus précisément ici. Voilà, que pensez-vous de Nathalie Loiseau comme tête de liste des européennes? Alors 59% des Français ont répondu on s'en fout et les 41 autres pourcents ont répondu Nathalie qui. Voilà. Autre élection, les municipales pour 2020. Un sondage place Anne Hidalgo devant La République En Marche à Paris. Et ça, Thierry, c'est encore l'effet gilet jaune. Les gens préfèrent voter directement pour quelqu'un qui a l'habitude de bloquer elle-même les routes et les ronds-points. Et ça, elle sait faire. Politique internationale. Turquie, Erdogan veut renommer l'ex-basilique Sainte-Sophie en mosquée Sainte-Sophie. Ouais. Éric Zemmour a réagi, plutôt satisfait, en disant que voilà, tant qu'elle se prénomme Sophie, moi, ça me va. États-Unis, le Pentagone débloque $1 milliard pour le mur de Trump. $1 milliard pour construire un mur, ça fait beaucoup de briques. Oh. Non, il faut des blagues pour les enfants. J'ai des blagues pour les enfants, 21h. Ça, je l'ai compris. Ouais. Espagne, à Madrid, des milliers de manifestants contre l'avortement. Des milliers d'Espagnols considèrent que l'avortement est une mise à mort et du coup que c'est du gâchis de ne pas l'organiser dans une arène avec 2 picadors, des banderilles et lancer les oreilles du gamin dans la foule. Par rapport à la corrida. Judiciaire. Fraude fiscale, Dieudonné jugé pour avoir dissimulé plus d'1 million d'euros au fisc. C'est quand même bien con pour un antisémite de se comporter comme l'image qu'il veut nous donner des juifs. Le problème de Dieudonné, c'est que tu lui donnes ça et il peut... Sport, et ça va passionner les Français, les contrôles d'alcoolémie pendant les compétitions de pétanque. Et là, c'est balance ton cochonnet. Voilà, exactement. J'ai très peur que ce soit la fin de la pétanque. Si on interdit l'alcool, les boulistes ils vont vite se rendre compte que le jeu est complètement con. Donc, les brèves. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Il faudrait s'arrêter là-dessus. C'est la meilleure. Putain, j'ai encore une demi-heure. Au Mexique, vous pouvez passer la nuit dans un baril de tequila géant. Alors ça, on sait où Christophe Castaner va passer la prochaine soirée post-gilet jaune. Bravo à la fin. La suivante, ça c'est gênant. À destination de Düsseldorf, leur avion atterrit par erreur à Édimbourg. Et apparemment, il s'est mis au pilotage, Olivier Giroud. Non, c'est pas gentil parce qu'il a marqué cette semaine contre l'Islande. Bon, à mon avis, il visait le but de la Moldavie, mais niveau très gai. Vous suivez le foot, Thierry. Dans le foot. Ouais, voilà. Très gai. Zimbabwe. Le cyclone Idai, une femme a accouché en haut d'un arbre pendant les inondations. Et on va voir les images. Et en tout cas, quand elle a perdu les os, c'est efficace. La
La culture, chaque semaine, je propose de visiter un musée. Je vous emmène au musée des Beaux-Arts de Bruxelles où Wim Delvoye expose jusqu'au 21 juillet. C'est une des plus grosses stars de l'art contemporain. C'est une grosse rétrospective de Wim Delvoye avec évidemment ses mascottes. On le connaît pour ses cochons. Alors à Bruxelles, on voit toute cette série Tapidermia. Alors parfois il y a un porc et parfois il y en a plusieurs. Non, ça c'est moi qui ai visité. Non, ça c'est là. Non, c'est con. Mais l'autre photo. Je suis allé visiter Thierry pour préparer. Mais l'autre photo, voilà, il y a plusieurs porcs. C'est pas mal. Voilà, c'est très beau. Et en fait, c'est sa marque de fabrique, les cochons. Il a commencé, par ceci. Alors, on se demande parfois si les artistes, ce qu'ils font, c'est de l'art du cochon. Et bien, avec Wim Delvoye, on a clairement la réponse. La spécialité, c'est qu'il les tatouait. Alors, voilà, ici, on le voit quand il était jeune, à côté d'un gros porc qui se fait tirer la queue et qui n'est pas Hervé Weinstein. Et là, une fois que les cochons sont morts, eh bien, il nettoie la peau, il les congèle, il les tanne et ils en font l'œuvre d'art en elle-même. Mais ça a suscité le débat, évidemment, envers les défenseurs des animaux. Brigitte Bardot n'était pas content et il ne s'est pas plié non plus à ça. Il a été plus loin. Et cette fois-ci, voilà, à côté du cochon, il a fait la même œuvre sur le dos de Tim Steiner. Et Tim Steiner est donc une œuvre d'art et c'est une Madone, on va le voir surmontée d'une tête de mort. L'œuvre a été acquise par un Allemand pour la valeur de 150 000 €. Le propriétaire peut la voir 3 fois par an chez lui, en personne. Et une fois qu'il sera décédé, la peau sera conservée dans un cadre. Ouais, ouais. Et là, Laetitia, elle se dit merde. Regardez du blé, là. Il est bon. C'est hyper intéressant son travail, on va voir un peu le reste de l'œuvre. Voilà. Après, il a créé une série de tapis avec du jambon. Alors ça, évidemment, à déconseiller comme tapis de prière pour les musulmans. Oui. Et il n'a pas parlé que du cochon comme animal. Ici, il y a une œuvre qui s'appelle The Kiss, c'est un baiser, qui est aussi le making-of de Bambi. Et ici, voilà, de magnifiques pantoufles faites à partir de vrais lapins. Cadeau idéal pour les zoophiles, puisqu'ils peuvent enfiler les lapins sans être jugés. Autre série, Birdhouse, série de nichoirs pour oiseaux sadomasochistes. C'est ta cam, ça, Thierry. Je trouve ce mec génial. Oui, il est génial. Quand ton petit oiseau il sort, c'est plus impressionnant. Exactement. Alors, autre œuvre, évidemment, l'artiste est grand amateur de radiographie. Et dans la grande tradition de l'art belge, Magritte disait « Ceci n'est pas une pipe ». Wim Delvoye répond « Ah, là, en revanche, c'en est une ». Alors, vous voyez ce que vous voulez, hein. Certains peuvent y voir, évidemment, je sais pas, Laurent Delahousse en train de préparer sa prochaine interview d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de... Par rapport à la connivence. Et Delvoye est aussi vidéaste. Alors, on va voir une de ses vidéos sur une belle musique. Il a filmé ceci. Le film est sur YouTube, a fait énormément de vues, s'intitule Sibylle 2. Et vous savez ce que c'est? Coloscopie. C'est un sperme? Une procréation? Non, c'est une remake de La Guerre des boutons. Si vous voulez savoir ce que c'est, et ouais, c'est ça. C'est un adolescent qui se vide sur cette belle musique. Ouais. C'est des comédons. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il a fait de poids. Et non, passons à la et l'art, ça choque. En tout cas, ça lui a permis de percer. Oui, ça lui a permis de percer. Et passons à l'œuvre, voilà, la plus marquante. Cloaca. Vous avez obligatoirement entendu parler de cloaca. C'est une machine à produire de la merde entièrement basée sur le système digestif humain. C'est-à-dire qu'elle est remplie 2 fois par jour par de la vraie nourriture à gauche. Et puis à la fin, il en sort des excréments. Et les excréments sont ensuite emballés et vendus sous vide avec le logo qui pastiche le logo de Ford et de Coca-Cola. Sont vendus à 1 000 $ pièce. Le prix aussi est laxatif. Allez donc voir Wim Delvoye, s'il vous plaît, jusqu'au 21 juillet. Car là, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine. Voilà, c'était les Terriens du samedi avec Alexandra Lamy, Edwy Plenel, Franck Dubos, Michael Youn et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour les Terriens du dimanche avec François, Xavier, Bellamy et Geneviève de Fontenay. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.